Au moment de prendre la salle, on a pris en fait des boissons pour 148 boissons. 148 Et là, je vois qu'il n'y en a pas partout. Je suis allé parce que je voulais prendre une bouteille d'eau, donc j'ai pris sur une des places. Mais en fait, il y a pas sur tous les sièges en fait, alors que normalement il devrait y avoir sur tous les sièges. Il y a bien les 148. Non, parce qu'il y a 148 sièges et il n'y a pas de boissons sur tous les sièges. Attendez, je vais voir ça. Il en manque peut-être juste une douzaine, mais c'est bizarre. C'est comme ça. Ouais. Donc, enfin, il en manque 12, j'ai pris une, mais voilà. Voilà. On est au Cinestar et dans 30 minutes, on va commencer à distribuer les tickets pour entrer en salle pour Profession Entrepreneur Libre. Oui, c'est bien celui-là. Pour Profession Entrepreneur Libre et à commencer la diffusion dans maintenant 1 heure. Les gens commencent à arriver et on commence à les accueillir. Donc voilà, ça va être top. Bonsoir. La tête me dit quelque chose. Vous avez vu sur internet, non? Vous êtes des blogueuses, c'est ça? Chérie. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah bien. Donc tu me le dédicaces? Oui, à la sortie tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon film. Pardon. Ça va? Très bien. Bonsoir, chérie. Je te Bonsoir. présente Eric, mon compagnon. Bonsoir, merci. Là, il y a plus de boissons que de personnes. Que de personnes, exactement. D'accord, donc c'est pour ça que là, il n'y a pas, c'est parce que ceux-là... Ok, bon, bah, du coup, les gens vont davantage se mettre ici, en fait. Exactement. Ok, ok. On sort sur le milieu, c'est pour ça qu'on n'a pas mis là, comme ça ils ne voient pas l'écran, on les a mis en face de l'écran. D'accord, ok, je comprends mieux. C'était pour ça. Ok, bah désolé de vous avoir embêté pour ça, alors je comprends mieux le calcul, alors. Je vais essayer de faire un discours court. Là, il nous reste 5 minutes normalement avant le début de projection, 19h. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire le discours à 19h pile, mais c'est juste bienvenue, etc. Et donc à 19h02, on Si vous regardez la playlist, je suis monté en projection et on a 10 minutes de pub. au début. Au début, c'est pour savoir si on les enlève. C'est vous qui voyez, Ah, non. c'est les anti, Doritos. Vous allez laisser la pub, c'est bien comme ça, parce qu'on a encore des gens qui sont en train d'arriver, donc pas de souci. Donc vous pouvez le démarrer à 19h pile. De toute Quoi. façon, je suis là, c'est vous qui voyez. Ok. Dès que vous avez fini votre discours, vous me faites signe, je suis Et vous juste lancez à la côté et on lance. Super, donc dans 3 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Combien d'entre vous sont prêts à voir un superbe film ce soir? Combien d'entre vous sont prêts à passer une excellente soirée dans une ambiance entrepreneuriale? Combien d'entre vous, vous saviez même pas que c'était un film entrepreneurial, vous êtes venus juste pour la boisson? Ok, c'est trop ça. Merci pour votre honnêteté. On va commencer donc dans quelques instants la diffusion de ce film Profession Entrepreneur Libre, le film pour vous aider à gagner votre liberté. À la fin de cette diffusion, oui, il y a la musique par-dessus. Après la diffusion, il n'y aura plus de musique. Enfin, pendant la diffusion, il n'y en aura pas non plus. Mais là, c'est juste pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter un excellent film. Et juste après la diffusion, on aura une session d'échange, de questions-réponses. Et ensuite, suivi de la session de dédicace. Encore merci d'être là ce soir. Je vous souhaite un très très bon film et une excellente soirée. Bonsoir, mon prénom c'est Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Alors, moi je voudrais apporter juste un petit témoignage parce que je suis entrepreneur depuis 33 ans et ce que je voulais dire à ceux qui sont déjà entrepreneurs parmi vous, c'est que on peut être entrepreneur et pas libre. C'est-à-dire qu'on peut très bien être prisonnier de sa propre entreprise, de sa propre activité. Et pour moi, ce qui a vraiment fait un changement, c'est lorsque j'ai eu connaissance effectivement de cette notion de lancement orchestré.
J'ai été client et je suis toujours client de Sébastien, d'Olivier Roland, que vous avez vu, de David G, que vous avez vu aussi à l'écran, et puis d'autres infopreneurs américains. Et je dirais que ce qui, pour moi, a été essentiel, c'est que en faisant cette démarche avec Sébastien, ça change vraiment votre mindset. C'est-à-dire que c'est pas tout d'être entrepreneur, mais c'est aussi... il y a une expression que j'aime beaucoup, je ne sais plus si elle est de toi ou de quelqu'un d'autre, c'est au lieu de travailler dans votre business, c'est de travailler sur votre business. C'est-à-dire à un moment donné, arrêter d'être l'esclave de votre propre machine et de commencer à prendre du recul et d'avoir des méthodes qui font que ce sont les clients qui nous attendent et ce ne sont plus nous qui attendons les clients. Et pour moi, ce qui a été vraiment la clé et le déclenchement, moi je suis entrepreneur en ligne depuis 2013, donc ça fait maintenant 6 ans que je suis en ligne, et avant cela j'étais tout le temps dans les avions, dans les trains, partout dans les salles physiques. Et ce qui pour moi a été une grosse différence aussi, c'est ce qui a été dit dans le film, mais je pense que ça vaut la peine d'être redit, c'est que vous ne devez pas attendre d'avoir votre produit pour le vendre. J'ai vendu mon premier produit, j'ai fait mon premier lancement orchestré en avril 2013. J'ai fait 650 000 $ de chiffre d'affaires en 8 jours avec un produit qui n'existait pas. Et puis là, il a fallu que je me mette au travail pour... Oui, il faut que tu précises que c'est une pré-vente, c'est ça, tu vas dire. C'est une pré-vente, voilà. Mais et je voudrais vraiment signaler que j'ai beaucoup apprécié le film parce qu'il est honnête. Il ne vous fait pas croire que ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Je trouve qu'il est très équilibré. En même temps, il nous fait rêver et en même temps, il nous dit il va falloir bosser, quoi. Donc, bravo. Merci beaucoup. Pour Jean-Jacques Pipi. Trop bien. Juste pour rebondir sur justement cette notion, puisque tu parlais, Patrick, d'investissement, s'investir financièrement aussi. Et ce que Jean-Jacques relève, c'est-à-dire la notion que quand on fait notre lancement orchestré, on peut faire donc un lancement en pré-vente, puisque de toute façon c'est ce qui se fait tous les jours quand vous achetez une place pour une conférence ou autre. Eh bien, la conférence n'a pas encore eu lieu au moment où vous achetez la place, sinon ça peut être un peu dommage. Donc ça peut se faire en fait pour tout type de produit, de vendre le produit avant qu'il soit sorti. Et en fait, c'est souvent un moyen, quand on n'a pas de capital de départ, de créer ce capital. C'est-à-dire d'avoir les premiers clients, de leur dire voilà, à partir du mois d'octobre, je vais commercialiser tel produit ou tel service. Et donc ça permet, moi quand je suis allé en fait créer mon compte en banque pour ma première entreprise, je suis allé à la Société Générale, place de la Victoire à Nantes. Je suis allé, je leur ai dit voilà, je crée un compte pour mon entreprise. Ils m'ont dit il y a d'autres banques sur la place, la petite place. Donc je suis sorti, voilà. Et je suis allé, donc j'ai réfléchi un petit peu. Pourquoi est-ce que, en fait, ils m'ont pas littéralement dit ça mot pour mot, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire, ils voulaient pas de moi en fait comme client pour créer mon compte d'entreprise. Donc je suis ressorti, j'ai changé mon argumentaire, je suis allé à la Banque Populaire. Et je dis bonjour, je vous donne un rendez-vous parce qu'en fait, là, j'ai les chèques de personnes qui veulent acheter mon service. Donc j'ai 3 000 € que je voudrais déposer sur un compte pour créer une entreprise. Et ils m'ont dit oui, donc voilà, vous signez ici, monsieur. Et donc c'est possible en fait de faire ce capital de départ grâce au fait que les clients nous ont fait confiance sur un engagement pour pouvoir créer et investir dans le produit. Je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors oui, déjà je voulais féliciter Sébastien et l'équipe pour le film. J'ai trouvé ça très, très bien fait, très honnête. On se reconnaît beaucoup dans ce qui a été dit et puis on se sent beaucoup mieux compris et moins fou et moins seul. Donc voilà, j'aurais aimé que beaucoup de monde le voit, mes parents par exemple. Et donc déjà bravo. Merci. Parce que c'était très 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 bien fait. Du coup j'ai une question. Je dirais que quand on décide vraiment de se lancer et de passer à l'action, il y a quelque chose auquel on est beaucoup confronté, c'est l'impression de ne jamais en savoir assez et l'impression d'être toujours un peu un imposteur, je dirais, malgré le fait d'avoir de l'expertise dans le domaine. Donc comment faire pour ne pas rester dans la spirale de l'éternel appreneur?
de l'éternel en formation, en préparation, je suis en train de me lancer, mais je n'en sais pas encore assez. Merci pour cette très bonne question, Stéphanie, parce que je pense que beaucoup de personnes sont dans cette interrogation. Bravo Stéphanie, pip pip. Alors, je vais te donner un peu de contexte et ensuite ma technique infaillible que j'ai du coup utilisée au moment où je crée mon entreprise pour éviter ce problème. Pour te donner un exemple concret, on est le 17 décembre, donc dans 3 mois, dans 2 mois, j'organise un événement avec un gars qui s'appelle Jay Abraham et qui est un marketeur américain très connu. Et tu vois, aujourd'hui, donc, j'en parlais dans le film, ma décision de créer mon entreprise, c'était au 29 septembre 2007 que l'entreprise, je devais la créer. Donc ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que j'ai mon entreprise. Et ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre que pour vendre, il faut faire du marketing. Donc ça fait que 11 ans que je fais du marketing et j'en fais tout le temps. Donc je dois être à 25 000 ou 30 000 heures de marketing. Cet événement que j'organise avec Jay, en fait, mon intention, c'est que je vais m'asseoir à côté de Jay pour le guider, parce que c'est moi qui co-organise avec lui, mais c'est lui qui présente. Et je vais en fait enregistrer tout pour prendre des notes, pour apprendre de lui. Malgré le fait que je fais du marketing depuis 11 ans, que j'ai formé des gens en marketing, que, tu vois, du point de vue de certaines personnes, ils diraient, mais voilà, t'as plus rien à apprendre. J'étais à un séminaire il y a 2 semaines en Guadeloupe, un séminaire entrepreneurial, et les gens m'ont dit, mais oui, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, quoi, genre, parce qu'ils s'attendaient à ce que je sois soit un des présentateurs, soit pas là. J'ai dit, mais si tu penses que je devrais pas être là, c'est que t'as pas compris comment ça marche. Et donc, non seulement j'apprends de Jay, mais Jay, qui lui a 40 ans d'expérience en tant que consultant, il a plus de 40 000 clients qu'il a aidé à développer l'entreprise, il a 2000 pages d'études de cas de ses clients qui ont développé leur entreprise. Et quand je dis développer, c'est-à-dire des gens qui sont passés de 300 000 euros de chiffre d'affaires à 2 milliards de chiffre d'affaires. Pas millions, milliards. Le gars, il pèse un peu, tu vois, en matière de marketing, il sait un peu de quoi il parle. Ben lui, il continue, il va dans des événements, il apprend, il pose des questions, il lit des livres. Donc pour moi, ce qu'il faut se dire premièrement, c'est ok, donc en fait l'apprentissage des compétences, c'est pas une montagne où je pourrais enfin arriver au sommet à un moment donné. C'est plutôt, tu commences à marcher et en fait la planète est ronde et si tu marches, tu finiras par revenir au même endroit, mais tu seras une personne différente, donc tu auras encore des choses à apprendre en faisant le tour une deuxième fois. La deuxième chose, c'est à mes tout débuts, quand j'ai commencé à lire des livres développement personnel et marketing, je me suis rendu compte que j'adore lire. Et donc c'est facile pour moi de lire. Et je ne vais jamais m'arrêter si je fais que ça. Donc j'ai décidé d'appliquer la méthode la, qui est lire, appliquer, lire, appliquer, lire, appliquer. Et donc je ne repose pas un livre sans avoir appliqué ce que j'ai appris dedans. Je ne suis pas une formation sans avoir décidé, ok, voici ce que nous allons appliquer. Maintenant que j'ai une équipe, ça veut dire souvent que en fait, je rentre en disant, bon alors j'étais à ce séminaire aux États-Unis, voici ce que j'ai appris et que vous devez faire. Donc c'est beaucoup mieux maintenant, mais à l'époque c'était voilà, en fait j'avais un fichier de notes, tout ce que j'ai appris dans l'événement, s'il y a plusieurs intervenants, un fichier de notes par intervenant, et j'avais un deuxième fichier qui était en fait comme une to-do list. Donc au fur et à mesure, je prends mes notes, blablabla, la théorie, action, la théorie, action. Et quand je finis, je prends toute la liste, je prends un truc, je le mets tout en haut, je dis c'est le one thing. Si je ne fais que ça, je suis content d'avoir participé à cette formation, à cet événement, d'avoir lu ce livre, même si je ne fais pas les 39 autres choses, parce que personne ne fait jamais les 39 autres choses, donc il faut savoir être dans le lâcher-prise. Donc merci pour ta question, et je vais profiter du fait que Stéphanie ait posé la question, parce que son mari a choisi de venir avec nous fêter son anniversaire, au lieu d'aller en boîte de nuit. Donc je lui ai demandé de se lever, on va lui chanter un joyeux anniversaire à Julien Jérémy, s'il vous plaît. Donc c'est Julien, et on y va à 3. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire, Julien. Non, tu gardes les bras ouverts, tu accueilles l'amour. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire pour Julien Pipi. Merci, j'ai vu que tu as déjà été ton micro. Vas-y. Bon, Attention aux haut-parleurs. merci à tous pour ce joyeux anniversaire inattendu.
Merci à Sébastien de m'avoir affiché devant tout le monde. Donc je lui avais dit en petit comité que c'était mon anniversaire aujourd'hui et bon, Ah bah, petit il a fait en comité, sorte que normal. tout le monde le sache, Voilà. maintenant c'est fait. Et du coup, bon, moi aussi j'avais une question, comme vous tous, j'imagine. Enfin, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de questions et je me demande si avec un peu de musique ça n'arriverait pas un peu des questions. Donc je peux organiser ça si vous voulez un peu de musique. Parce que justement, j'ai écrit une musique qui est sortie sur mon projet, qui est sortie aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, projet musical. Avant, je ne faisais pas du tout de musique. En fait, moi, j'ai fait une étude d'ingénieur, des études d'ingénieur, et je me sentais pas du tout à l'aise dedans. Mais je ne savais pas forcément pourquoi je me sentais pas à l'aise, et ça m'a fait penser, dans le film, on parlait de l'épisode du rond et du carré, qu'on essayait de faire rentrer dans la case, et je pense que quelque part, depuis longtemps, je sais que j'ai un peu une fibre artistique, sans pour autant être un grand artiste, mais que j'ai ça au fond de moi, mais que j'ai jamais su le reconnaître forcément. Et j'essayais absolument de faire rentrer le rond dans le trou carré. Et du coup, ma question, c'était comment on s'y prend, ou alors comment toi tu t'y es pris pour faire ton voyage intérieur, te découvrir et te rendre compte que ah tiens, ça j'aime pas ça, par contre ça j'aime bien ça, peut-être que je devais creuser ça un peu plus. Pour te rendre compte de tes forces, pour savoir qu'est-ce que tu devais faire. Par exemple, tu disais ah oui, je vais lancer mon entreprise, mais je sais pas forcément dans quoi. Du coup, quelle a été ta démarche, qui est pas forcément la même pour tout le monde, mais quelle était ta démarche pour te rendre compte que ah oui, moi, c'est ça. Merci pour Julien Pépi. Donc j'espère que tu nous posteras, il y a le groupe Facebook Profession Entrepreneur Libre, on est plusieurs dedans, si tu peux poster le lien pour qu'on puisse entendre la musique. Don't forget. On peut brancher un téléphone sur ça ? Pas tout de suite, mais c'est gérable tout à l'heure, sans problème. Donc par rapport à la question, apprendre à se connaître pour déterminer premièrement qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Et deuxièmement, pour moi ce n'est pas forcément qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Donc je donne un contexte plus large que juste entreprendre. Un projet vraiment un concept de choix de vie. Il y a maintenant 6 ans ou 7 ans, j'ai créé un document que j'appelle mon projet rêve. Et initialement, mon projet rêve, j'avais simplement décrit, mais en fait, quelle est ma vie idéale, à quoi je veux que ressemble ma journée idéale. Je veux me lever et voir tu vois, la mer, en fait, sur ma terrasse. Donc je veux habiter face à la mer. Je veux vivre avec la femme dont je suis amoureux et me réveiller les matins à ses côtés. Je veux, tu vois, j'avais commencé à faire toute une liste comme ça de choses qui représentaient ma vie. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc ça c'était juste ma description de ma vie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, en fait, j'aime bien faire des choses un peu folles ou fun, qui sortent du cadre professionnel ou du chemin établi. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire une liste qui fait partie de mon projet rêve. Les Américains ont une expression pour ça. Ils ont une expression qui est la bucket list. Ça vient de l'expression en anglais « to kick the bucket », ça veut dire faire tomber le seau. C'est quand on meurt. Et donc, eux, c'est la liste de ce qu'on doit faire avant de faire tomber le seau. En français, on n'a pas d'expression. Pourquoi ? Parce qu'en français, on n'aime pas trop faire des trucs. Donc, on ne fait pas de liste, comme ça, on ne fait rien. Donc, j'ai fait ma liste, en fait, de mon projet rêve. Et j'ai dit, quelles sont les 100 expériences que je voudrais vivre avant la fin ? Et donc, j'ai mis des choses qui me sont tout de suite venues à l'esprit. J'aimerais bien faire un saut en parachute en tandem. Donc, j'aimerais bien piloter un avion. J'aimerais bien sauter dans un avion en parachute, pas forcément le même. J'aimerais bien monter à cheval. J'aimerais bien manger du cheval, pas forcément le même. Et donc, je commençais à faire ma liste et je me suis dit, 100 expériences, ça fait quand même beaucoup. Je n'avais pas 100. Mais ensuite, j'ai aussi commencé à ouvrir l'oreille, à tendre l'oreille. Et quand quelqu'un me parlait de quelque chose de fun qu'il a fait, de dire, si ça me plaît, je vais le mettre dans ma liste. Et ce qui se passe, ce qui est fun, c'est que par exemple, avant que j'aille faire le tour du monde, je discute avec une jeune femme, elle me dit, voilà, moi c'est mon rêve d'aller en Inde et tout, j'aimerais tellement aller l'endroit le plus romantique du monde. Et je dis, mais en fait, je vais avec ma copine, donc je vais prendre note. Elle dit, oui, c'est à Udaipur, c'est un palais de Maharaja sur le lac, etc. Et donc j'ai mis tout de suite dans ma liste. Donc c'est là que j'ai fait ma demande en mariage. Du coup, la fille, elle est blasée, parce qu'en fait, j'ai pris son truc, j'ai dit c'est trop une bonne idée. Je lui ai envoyé une photo en disant ah oui, t'as raison, c'est vraiment l'endroit le plus romantique du monde, j'espère que tu iras un jour. Donc du coup, ma liste maintenant, elle a un peu plus de 440 éléments. J'en ai fait 80. Donc j'ai marché sur le feu, piloté un avion de combat, fait des trucs comme ça, tu vois. Et des choses
écrire un livre pour enfants, avoir un enfant, un certain nombre de choses qui sont des expériences du quotidien pour beaucoup de personnes, mais où je dis, voilà, je veux que ça fasse partie de ma vie. Donc, faire ce projet rêve, pour moi, c'est une façon comme ça de s'ouvrir des horizons, de ne pas se mettre de limites. Parce que si je sais que voilà, je veux publier un livre pour enfants, pas juste l'écrire, ben, ça va m'amener à faire quelque chose qui n'est pas dans mon projet professionnel, mais qui va me permettre de m'épanouir. Et je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans mon projet rêve, ça inspire des gens qui me découvrent par hasard ou qui m'entendent discuter à dire mais en fait ce mec-là il est intéressant, il ne parle pas que de marketing, marketing c'est chiant mais en fait ça c'est intéressant. Et donc ils rentrent en connexion avec moi alors que le marketing ça ne leur parle pas, mais parce que dans une vidéo j'ai parlé du voyage à Cuba que j'ai fait ou quelque chose comme ça, tu vois. Maintenant sur le projet professionnel, comment trouver ça, donc, dans le film, on a brièvement dit que le projet idéal, c'est celui qui est au croisement entre ce que tu adores faire, ce dans quoi tu es doué, ce qui n'est pas forcément la même chose, ce que les gens veulent et ce pourquoi ils sont prêts à payer, ce qui n'est pas forcément la même chose non plus. Et en fait, il y a des questions qui nous permettent de déterminer chacune de ces choses-là. Savoir ce qu'on adore faire, c'est par l'expérimentation. Olivier Roland le disait dans le film, c'est faire des choses folles et se rendre compte, ça j'aime bien, ça je déteste. Par exemple, écrire mon livre, j'ai adoré faire ça. Publier le livre avec un éditeur classique, c'était un peu moins fun comme process. Je suis content que ça soit fini. J'aime bien mon éditeur, tu vois, mais le process, c'était un peu plus difficile. Quand on a l'habitude de faire les trucs tout par soi-même, tu finis ton PDF, tu peux le mettre en ligne cet après-midi, si tu l'as fini ce midi, versus tu finis ton document et il sera en librairie dans 6 mois, tu vois. Donc il y a des choses que j'ai faites où je dis ça je déteste faire ça, ça j'adore le faire. Par exemple mon livre audio, super dur de faire son livre audio soi-même. On m'a dit c'est super dur de faire son livre audio soi-même. Je dis non mais t'exagères, je l'ai fait, c'est super dur de faire son livre audio soi-même. Mais j'ai adoré le faire, c'est le truc le plus difficile que j'ai fait je pense. J'ai adoré le faire, je pense que je vais le refaire. Et donc je me suis dit, bah, tu vois, et les mecs qui font les livres audio par exemple, j'ai découvert ça, ils sont quand même bien payés. Une fois que tu es doué, que tu as un bon rythme, que ta voix ne fait pas que les gens s'endorment quand ils écoutent le livre audio ou font un accident s'ils entendent l'écouter en voiture, une fois que tu franchis ce cap de compétences, la première chose qui se passe, c'est que le mec au studio te dit « Ah, on a fini tout le livre !» Tu dis « Ok, donc c'est fini, je peux rentrer chez moi ?» Il te dit « Non, on va refaire les premiers chapitres parce que vous étiez vraiment mauvais, on n'a pas osé vous le dire pour vous encourager. » Mais tu vois, j'ai découvert que j'aime bien faire. Et si aujourd'hui je n'avais pas décidé quel était mon projet professionnel, je pourrais devenir un narrateur de livres audio. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, tu vois. Donc c'est par l'expérimentation que tu le découvres en premier, avant d'aller chercher la validation, est-ce que ça va se vendre, est-ce que les gens sont prêts à l'acheter ou pas. Ok. Merci. Pas de souci. J'ai vu une main levée ici. Bonsoir, bonsoir à tous, moi c'est Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors moi je vais partager quand même quelque chose que je vis là depuis à peu près 15 jours, c'est-à-dire que je suis là ce soir, c'est passé sur Facebook, je me suis dit tiens, je vais m'inscrire. Et puis en parallèle, je sais pas, dans une autre dimension, j'ai pas trop compris comment ça se passait, je me suis inscrite aussi en formation avec Olivier Roland. Ok, belle coïncidence. Et voilà, belle coïncidence, et voilà, et je suis dedans, et honnêtement c'est flippant. C'est flippant, mais voilà, c'est exactement ce qui est décrit, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai un truc qui me fait assez peur, c'est l'exposition en fait. C'est l'exposition de la personne. J'avoue que j'avais un peu tendance à penser vivons heureux, vivons cachés. Et en fait, je suis là dans une ambivalence où je me suis même dit, bah, tiens, je vais mettre une perruque, je sais pas, je vais mettre des points là, j'en sais rien, pour essayer de me transformer. Et puis d'un autre côté, je me dis, c'est pas honnête. Donc je suis actuellement dans cette ambivalence. Et bon, je poursuis le processus et je vais voir ce que ça va donner. Mais je me demandais si ça n'avait pas un conseil par rapport à ça. En plus, en Guadeloupe, ici, c'est vrai qu'on est sur une petite île. C'est assez particulier. C'est vrai que si j'étais sûre que ce serait juste diffusé en métropole, j'aurais aucun problème. Voilà, donc j'ai cette question par rapport à ça. Merci. Merci. Alors pour Isabelle Pipi, ouais. Alors c'est une excellente question et je vais te donner une première brique de réponse qui vient de Maëlle Cabarrus, qui est d'ailleurs elle-même guadeloupéenne, qui dit en fait que si tu veux, culturellement, c'est très présent
quand on vient d'une petite ville ou d'une île que d'avoir le jugement des autres. Et c'est naturel parce que si tu veux, il y a un peu la sensation que, premièrement, tout le monde connaît tout le monde. Et deuxièmement, même si littéralement on ne te connaît pas, mais par exemple, je me souviens, j'étais avec un ami, on se balade dans Pointe-à-Pitre, on rentre, et sa mère lui dit « Oui, donc tu étais devant le magasin Et il dit « Mais attends, c'était avant les smartphones, etc. Comment est-ce que c'est possible qu'on soit suivi par GPS ? Ah oui, il y a Madame un tel qui t'a vu. » Donc, si tu veux, il y a cette notion de, entre guillemets, tout le monde connaît tout le monde, mais ça a tendance à créer la sensation, du coup, on est tous au même niveau, pourquoi toi, tu viens essayer d'amener, de te la ramener, entre guillemets. Et ça, on n'y coupe pas, c'est normal, le cerveau humain et la société humaine est faite comme ça. Quand Jésus est revenu à Nazareth, les gens ont dit, c'est le fils du charpentier. Et il vient nous raconter la vie, la spiritualité, etc. Faut pas déconner. Donc, si tu veux, si même Jésus peut pas être prophète dans son propre pays, ça peut être difficile pour nous autres communs des mortels. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème ? La première bonne nouvelle, c'est que quand tu vas commencer à publier des articles, personne va voir tes articles. Je dis vraiment, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'ai mis mes premières vidéos sur Internet. Aujourd'hui, elle commence à avoir des vues parce qu'il y a des gens qui retrouvent ma première chaîne YouTube avec les conseils de séduction et les commentaires sous cette vidéo, c'est genre des commentaires récents de gens qui disent « Fais un pouce vert si toi aussi t'as cherché la toute première vidéo de Sébastien Knight sur Internet. » Et je vais te dire objectivement, parce que j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps, heureusement que presque personne ne l'a vue. Le mec il parle mal, je suis avachi dans une chaise, je crois que ma toute première vidéo, alors c'est pas la première, c'est la deuxième, c'est une vidéo sur comment avoir du charisme, ou un truc comme ça, et je suis assis dans une chaise de salon, et donc mon ventre plisse comme ça, j'ai un t-shirt trop serré, bleu, et mon ventre plisse comme ça, il y a un ventre comme ça, et je dis oui voilà, je vais vous parler du charisme et tout, et si tu veux c'est ta première vidéo, tu sais rien. Donc, bonne nouvelle, parce que personne ne va le voir. Deuxièmement, mauvaise nouvelle, parce que personne ne va le voir, ça c'est une question de marketing, etc. Ensuite, c'est tout à fait possible d'accepter de ne pas être prophète dans son propre pays, et du coup de ne pas essayer d'évangéliser les gens, entre guillemets, de notre propre pays. Et quand je dis ça, c'est soit notre entourage immédiat, soit même à l'extérieur. À titre d'exemple, quand j'ai commencé à faire le coaching amoureux pour les célibataires, je vivais à Nantes. Je me suis dit au départ, je vais faire des ateliers dans toute la France. J'ai fait ça pendant 5 semaines. Je me suis rendu compte que j'ai une personne par atelier. Ça me coûte plus cher d'aller à Toulouse, payer pour la salle et le train, que ce que le mec paye pour venir. Donc j'arrête ça tout de suite. Et j'ai fait tous mes ateliers à Paris. Eh bien, c'était génial. Parce que les coachs parisiens se détestent tous les uns les autres. Et ils s'insultent sur Internet, ils se balancent, ils se font des coups en biais, en traite, etc. Mais comme ils pensent tous, Sébastien, c'est un Nantais, il marche pas sur le pas de bande, ils m'ont jamais attaqué. Pourtant, tous mes ateliers étaient à Paris. Donc, j'avais le meilleur des deux mondes. Tu peux tout à fait dire, mais en fait, je n'essaie pas de vendre aux gens qui sont juste à côté de moi. Je vends à d'autres personnes, et petit à petit, ça va inspirer les gens qui sont autour de toi. D'accord. Et enfin, pour terminer, si tu souhaites prendre une identité différente par rapport à ton projet, pour séparer un petit peu ta vie privée, tu peux tout à fait le faire. David Gig, qui est l'orthophoniste qui est interviewé dans le documentaire, il faisait des DVD, on a vu quelques DVD d'orthophonie avec les conseils d'orthophonistes, il vendait au marché des orthophonistes. Quand il a voulu lancer la révolution vidéo et parler d'entrepreneuriat, il m'a dit « Sébastien, ma plus grande peur, c'est que mes orthophonistes qui m'adorent, qui trouvent que je suis un mec super sympa, si elles tapent mon nom dans Google et qu'elles voient le mot marketing, elles vont penser « Oh là là, c'est le diable ». Elles vont même pas regarder, elles vont arrêter. Je lui ai dit, écoute, rien de plus simple, tu t'appelles David Gig, tu prends juste l'initiale, ça fait quoi? Ça fait David J. Tiens, ton pseudo, c'est David J. Et dans le film, il est bien titré comme David J. Ça fait 8 ans qu'il travaille en tant que David J sur orthophonie, et en tant que David Gig sur orthophonie et David J sur le marketing. Donc tu peux tout à fait faire ça. J'ai vu une main ici. Bonsoir, merci Karine. Bonsoir Karine.
moi j'avais une question sur justement comment être entrepreneur libre. Parce que si par exemple on a sa société, on a des salariés, donc est-ce qu'il faut plus de salariés? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui prenne notre place? Du coup, bon, pour devenir entrepreneur libre, est-ce que si on est, ou bien est-ce qu'il faut absolument qu'on fasse de la formation sur Internet? Parce que David G, il vend sur Internet des produits dématérialisés. Roland, Olivier. Merci, Olivier Roland, c'est la même chose. Et du coup, à chaque fois, ceux qui prennent entrepreneur libre, mais ils font de l'infoprenariat. Mais si on ne veut pas faire de l'infoprenariat, est-ce qu'on pourra être un entrepreneur libre en fait et comment? Excellente question pour Karine Pipi. Ouais. Donc, effectivement, si tu veux, les personnes les plus faciles à trouver pour témoigner et interviewer sont souvent les personnes qui sont infopreneurs. Cependant, David vend non seulement les formations numériques, mais il vend aussi des services comme du coaching qui est fourni par une équipe de coachs, des produits comme à un moment donné on voit des lampes avec écrit l'URL de son site, mais en fait ils vendent le kit de ça, ils vendent les DVD qui sont aussi certes du produit d'information, mais c'est parce que tu as pris l'exemple spécifique de David. Oui, il y a des entrepreneurs libres qui vendent des produits physiques tangibles. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un message d'une de mes clientes qui a eu son plus gros mois depuis le début de son entreprise, c'était en novembre dernier, et son entreprise, c'est Créatrice Broderie Machine. Et donc, son entreprise, en fait, vend des motifs de broderie, des machines à broder, tu vois, tout ce qui permet aux gens d'être créatifs. Oui, c'est possible d'être libre, même en ayant un magasin. J'ai un client qui vend des matelas, par exemple, en Belgique. C'est possible d'être libre en vendant du produit physique, en e-commerce ou autre, mais ça nécessite de penser vraiment complètement différemment de la pensée dominante dans notre secteur d'activité. Parce que une des stratégies que je recommande pour un entrepreneur qui se lance, c'est ce que j'appelle l'étude métier. C'est-à-dire, on fait une liste de nos meilleurs concurrents qui ont vachement de succès et on les appelle. Et on leur demande est-ce qu'on peut les interviewer parce qu'on est en train de préparer un article sur le sujet ou parce qu'on aimerait mieux connaître le métier. Et en fait, premièrement, ça peut sembler surprenant, mais les gens répondent quand on leur pose des questions. Et deuxièmement, ils vont donner les astuces du métier et en même temps, il ne faut pas accepter de prendre leurs limitations mentales qu'eux-mêmes ils se sont mis parce qu'ils disent voilà, j'ai démarré mon entreprise à Jarry en 1989. Et c'est super dur de recruter des gens, donc je fais tout, je fais la caisse, je fais la compta, etc. Parce que n'est pas bon, donc voilà. Quand la personne commence à partir dans ce discours-là, tu dis ok, ça je ne mets même pas dans mes notes. Tu vois, j'attends la partie où on revient sur qu'est-ce qui fait concrètement qui marche. Et maintenant, comment est-ce qu'on structure? Il y a plusieurs choix. Tu vas avoir des personnes comme Julien Romain, c'est un de mes clients qui aide les gens à passer le concours du FBI, ainsi que les concours pour entrer dans les commissions européennes. Et en fait, il s'est rendu compte, le concours, il a lieu une fois dans l'année. Les gens pourraient réviser toute l'année. Devinez à quel moment est-ce que les gens cherchent des conseils pour passer leur concours? 6 semaines avant. Donc, en fait, ils pourraient travailler toute l'année et ramer et trouver 0 client. Toutes les ventes se font dans un intervalle de 1 mois et demi, 2 mois avant la date du concours. C'est là que les gens sont en panique. Ah mince, j'avais complètement oublié et qu'ils se mettent là-dessus. Donc en fait, il travaille pendant cette période-là. Il fait une conférence, il présente sa conférence, ensuite il l'enregistre et ensuite il rediffuse la même conférence pendant 6 semaines en ayant le plus de personnes possibles qui viennent et qui participent pour pouvoir vendre son service. Donc en fait, il a concentré son temps. Je connais un entrepreneur français qui fait la même chose. Le mec, il a un food truck. Donc voilà, il fait de la vente de nourriture ambulante. Et il s'est rendu compte que ça ne sert à rien d'être là à la basse saison. Donc ils ont posé leur établissement dans le Colorado, aux États-Unis. Ils sont là pour la grosse saison d'été où il y a tout le monde, avec l'attitude « on est français, c'est vraiment super, venez dans notre food truck ». Il ouvre, il encaisse, il ferme, il est en vacances. C'est un bon plan. Il y a un entrepreneur qui a un manoir en Bretagne et il passe la moitié de sa vie en Guadeloupe. Il s'occupe du manoir 5 à 6 mois par an en Bretagne. Il a toute son équipe qui viennent. Tout le monde travaille en cravache parce que c'est la saison et qu'il ne faut pas se louper. Et quand c'est fini, on ferme, on laisse un peu tomber la poussière, la neige, le vent, etc. Peu importe, on est en Guadeloupe.
Donc, si tu veux, c'est une voie. On peut soit fractionner sa semaine, soit fractionner son année, mais c'est possible à condition de se dire, je ne vais pas me limiter à comment ont fait les autres avant moi, je vais l'organiser pour fonctionner différemment. Et enfin, une dernière option, c'est celle que j'ai choisie, c'est de dire, mais en fait, par rapport au nombre de tâches, il faut que je délègue un certain nombre de tâches, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre des responsabilités. Pendant 6 ans, j'ai travaillé avec une directrice des opérations, directrice exécutive. Au début, c'était une assistante administrative à temps partiel, ponctuelle. Son job, c'était pendant 3 semaines, elle devait faire des fichiers Excel où elle me listait juste des contacts qu'on allait démarcher par rapport à une vidéo qu'on voulait publier. Elle a fait un tellement bon job pendant 3 semaines qu'au final, j'ai dit, bon, ben, tu pourrais rester un petit peu, je donnais quelques tâches administratives. Elle a fait un tellement bon job là-dessus qu'elle est passée sur un 30 heures par semaine. Elle a fait un tellement bon job en tant qu'assistante qu'elle est passée manager à directrice des opérations à mon bras droit. Et donc, elle est restée dans cette position-là, en fait, pendant longtemps. Elle est originaire de Côte d'Ivoire, sa famille vit en France, elle vit au Canada, elle travaillait à distance, mais elle faisait un super job qui faisait que moi, je pouvais me reposer dessus en disant « Mon job, c'est d'envoyer des assiettes », c'est-à-dire faire comme les gens dans les cirques chinois, tu vois. Je balance des assiettes, je ne regarde même pas. Voilà le nouveau projet, on fait ça. Et son job, c'est d'attraper les assiettes, les mettre en équilibre sur les bâtons. Voilà, ça c'est fait. Hop, voilà, ça c'est fait. Et il y a des gens qui adorent faire ça. Tu vois, c'est pas tout le monde qui aime balancer des assiettes sans regarder où est-ce que ça va tomber. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien être sûrs que toutes les assiettes fonctionnent bien. Tu vois, et qui ont cet état d'esprit entrepreneurial, mais différent. On les appelle des intégrateurs. Les gens comme moi, on les appelle des visionnaires. Visionnaire, ça semble être un terme super positif. Ça veut essentiellement dire que c'est des gens chez qui il y a beaucoup d'assiettes cassées, tu vois. Donc, c'est bien d'être le duo visionnaire et trouver quelqu'un qui a aussi un état d'esprit entrepreneurial, mais qui est intégrateur. Et je parle au passé parce que Annick, donc on a terminé notre collaboration cette année, donc ça faisait 6 ans qu'on travaillait ensemble, et maintenant elle est en train de monter son entreprise au Canada, tu vois. Donc c'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui pouvait pas être entrepreneur et qui fait ça, non, c'est juste, elle adorait faire ça. Quelqu'un d'autre a d'autres questions ? Oui, ici, à gauche. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Christophe, enchanté de vous rencontrer. Bonsoir Christophe. Alors moi, on a parlé un petit peu des enfants. Donc j'ai un fils et j'ai des enfants autour de moi. Et j'aimerais un petit peu les aider, je travaille dans l'enseignement à temps partiel. Et je remarque qu'il y a certains enfants qui ont vraiment déjà des dons pour devenir des entrepreneurs plus tard. J'ai suivi quelques élèves qui sont déscolarisés et à ma grande surprise, ils sont extrêmement intelligents, mais le système ne leur correspond pas. Alors ma question elle est très simple, pour moi, comme peut-être d'autres personnes autour de moi ici, qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil pour aider ces enfants qui sont souvent dans la souffrance, qui ne sont pas compris et qui en fait, je pense, peuvent donner de brillants entrepreneurs plus tard, mais malheureusement ils sont jeunes et s'ils ne sont pas suivis, peut-être qu'ils risquent de se décourager. Merci beaucoup pour ta question. Alors, s'il vous plaît, pour Christophe, pip pip. Ouais. Alors, une des choses qui est possible de faire, c'est de leur montrer le film, qui sort le 19 mars, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour être, si tu veux, concret sur qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner un enfant ou un jeune qui ne rentre pas justement entre guillemets dans le moule du système, mais qui a ce potentiel. Et tout le monde a ce potentiel. Le problème, c'est que souvent, on sape la confiance de la personne qui ne rentre pas dans le système en lui disant, ben voilà, si tu n'y arrives pas, tu n'arriveras à rien. Et un des intervenants dans le film, Yvan, donc, qui est originaire de La Réunion, en fait, pour lui, entreprendre, ça a été le choix salvateur parce qu'il était parti dans une direction où il allait certainement finir dans la délinquance et en prison. Il commençait déjà à avoir des problèmes parce que vraiment, il avait comme une rage intérieure de ne pas se sentir valorisé, de ne pas se sentir à sa place. Et donc, bien qu'il aimait énormément sa famille, si tu veux, c'était pas ça le souci. Le problème, c'est la sensation de sentir que tout le monde arrive dans la vie, tout le monde arrive à l'école et moi, j'arrive pas. Et ce que dirait Annie Pratt, qui est une
PDG intérimaire. Alors, c'est un super job. C'est des gens qui arrivent comme Lucky Luke dans une boîte qui fait peut-être 10-15 millions, mais qui est en train doucement de couler, qui vient, qui sauve la boîte, qui embauche un nouveau PDG pour la remplacer. Elle repart dans le soleil couchant pendant que la boîte remonte, tu vois. Annie, elle a énormément d'expérience d'accompagnement d'entrepreneurs et d'entreprises. Et ce qu'elle dit, c'est que la faculté numéro 1 qui fait que quelqu'un va pouvoir devenir entrepreneur et réussir plus tard, c'est le sens critique, l'esprit critique. Si tu te dis que la mission pour cet enfant qui est en difficulté, ma mission, c'est pas de lui enseigner les maths, c'est pas de lui enseigner l'anglais, c'est pas de lui enseigner, même de se dire des choses qui pourraient être de bonne volonté. Par exemple, on va lui enseigner comment tenir un budget, comme ça il pourra faire... Non. Ma mission, c'est de lui apprendre l'esprit critique. Remettre en cause le statu quo, remettre en cause les idées reçues, prendre les avis opposés et se faire sa propre opinion. À partir du moment où un enfant, il a ça, c'est bon. Son succès après est assuré. Qu'il choisisse d'être entrepreneur ou qu'il choisisse de travailler dans un job, il a cette compétence qui est, voilà, professionnellement, elle est cruciale. Et même personnellement après, elle est cruciale parce que pour ses choix de santé, pour ses choix économiques, pour choisir la personne avec qui il va être, avoir de l'esprit critique et ne pas tout prendre à la lettre, ça permet de prendre du recul par rapport aux critiques, prendre du recul quand on a des difficultés et se dire mais je peux tracer ma propre voie. Quelqu'un d'autre? Ici, deuxièmement. Mike Runner, allez, le cardio. Bizarrement, tu vas plus vite quand tu montes que quand tu descends. C'est plus prudent. Bonsoir, je m'appelle Sarah. Bonsoir Sarah. Alors, je voudrais me parler à deux personnes. La première, c'est Isabelle, que je connais, dans un autre cadre, et lui dire que quel que soit ce que tu vas entreprendre, quel que soit ce que tu vas faire, je te connais sous d'autres angles et je sais que tu as des compétences, de vraies compétences. Donc, quel que soit ce qu'il va y avoir comme critique, tu sauras faire ce qu'il faut faire. Parce que c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, qui rencontre des problèmes comme tout le monde et qui a une vraie capacité à travailler et à se dire « je veux aller là, donc j'y vais ». Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, je voulais intervenir en tant qu'enseignante. Tu as parlé du sens critique, c'est vrai, mais je me permets de te tutoyer, hein, mais je pense que c'est important d'avoir deux choses supplémentaires, c'est l'estime de soi et la motivation. Je suis enseignante aujourd'hui à mi-temps parce que la manière d'enseigner ne me convenait plus. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante par conviction, j'ai le sentiment de devoir transmettre des choses parce que j'étais très nulle à l'école, en tout cas en mathématiques. Et j'aurais adoré trouver quelqu'un qui m'aide. Du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'aide les personnes en difficulté, donc les enfants. Et donc, j'ai décidé d'être à mi-temps parce que j'ai commencé à faire du développement personnel et pour enseigner autrement, surtout. Et j'ai découvert qu'en faisant en travaillant le développement personnel, je voyais mes élèves autrement, mais surtout je leur transmettais autrement. Et plutôt que de remplir leur bouteille d'apprentissage, parce que finalement c'est ce qu'on nous dit, plutôt que de remplir leur bouteille d'apprentissage, je remplis la bouteille d'estime de soi et la bouteille de motivation. La bouteille de motivation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. La motivation, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Pas qu'est-ce que tu veux être plus tard parce que ton père ou ta mère t'a dit qu'il faut être ça. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ferme les yeux et dis-moi ce qui te fait vibrer. Et les enfants, je suis en grande section, donc c'est un travail qu'on peut faire à tout âge. Les enfants en grande section, ils ont toute espèce d'imagination. Ils vous disent tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est de la sensation. Donc quand on travaille sur ce qui fait vibrer, on trouve ce qu'on aime et du coup, on trouve la motivation. Et c'est parce que ça sera difficile qu'on va continuer. Ensuite, l'estime de soi, parce que on est aux Antilles et beaucoup de ces petites îles, quand on vient de petits ailleurs, j'ai envie de dire, pas dans des métropoles, on a ce sentiment qu'on est toujours moins bon que l'autre. Parce que quelque part, on a été éduqué comme ça. C'est inconscient, c'est dans nos consciences, c'est comme ça. Et en tirant le fil et en faisant comprendre à l'enfant qui il est, d'ailleurs, savoir qui il est, mais en tout cas savoir qu'il est quelqu'un et qu'il a ce mérite-là, il a le mérite d'exister et qu'il a une place, on a parlé d'univers tout à l'heure, il a une place dans l'univers, et bien, aussi petit qu'il soit, il comprend. Donc,
en plus du sens critique, et je vais m'arrêter là parce que j'aime bien quand il y a un micro parler, mais en plus du sens critique, je pense que c'est important de mettre en lumière la motivation et l'estime de soi. Merci. Pour Sarah Pipi. Juste un petit point par rapport au fait, tu disais ça peut se faire à tout âge et du coup quand ils sont en grande section et les enfants ils sont capables de tout, tu vois, tu dis qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie d'aller dans l'espace là, ok. Mais en fait c'est quelque chose qu'on peut non seulement conserver mais aussi retrouver même si on l'a perdu. Quand je disais tout à l'heure l'idée d'avoir son projet rêve et de noter même les choses les plus folles, en fait on a la chance de vivre dans un monde où la plupart des choses folles qu'on peut avoir en tête sont en fait réalisables. Et en faisant une recherche Google, on se rend compte des fois que c'est beaucoup plus proche financièrement, géographiquement, vraiment sur le plan pratique qu'on aurait pensé. J'étais à un séminaire avec un ami à mes tout débuts, c'était en 2008. Je venais de faire mon premier lancement. J'étais assis avec mon ami et il me donne un coup de coude, il me dit voilà, et tu vas faire quoi pour fêter ton lancement là? Parce que tu as des gens qui vont venir pour ton séminaire, tu fais quoi pour marquer les esprits? Tu pourrais, je sais pas moi, louer la Tour Eiffel. Je dis on ne peut pas louer la Tour Eiffel, David. Il m'a dit t'as cherché? J'ai dit je vais te prouver qu'on peut pas. J'ai cherché, en fait on peut, et je l'ai fait. Alors c'était carrément, tu vois, les idées un peu folles. Alors, financièrement, c'était pas le meilleur choix que j'ai fait cette année-là. C'est le genre d'expérience qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Une fois. Voilà. Ou même, genre, des fois, il ne faut pas l'avoir fait, mais bon, j'ai fait 2 fois, donc j'ai pas appris de mes erreurs avant le deuxième coup. Mais tu vois, l'idée de dire, c'est un peu fou, j'y vais. Et après, les retours ont été positifs, les médias sont venus, j'ai été interviewé à la télé, ça me fait une histoire que je peux raconter pendant toute ma vie. Mon objectif, c'est d'être en fait le grand-père où mes enfants ne croient rien de ce que je leur raconte. Quand je leur dis, mais voilà, j'ai fait tel truc, et tout, ils vont dire, ouais, bien sûr, papy. Tout à fait. Voilà. Ça commence déjà, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Petite précision, cette vidéo tombe bien. C'est Patrick. Cette vidéo tombe très bien parce que je viens de terminer une formation de l'estime de soi et développement personnel. Donc c'est bien en phase avec tout ce que je viens d'apprendre. C'est terminé aujourd'hui. Voilà, c'était ton cadeau de diplôme de fin de formation. N'hésitez pas à la personne suivante. Alors, oui, juste avant que tu passes le micro, juste un point sur la confiance en soi, parce que je pense que la confiance en soi, elle est indispensable. Elle est aussi un peu surévaluée. Les gens y accordent un peu trop d'importance. C'est plus important d'être passionné par ce qu'on fait et d'aimer les gens que d'avoir confiance en soi la première fois. On a ici une jeune femme entrepreneur et que je ne vais pas demander de se lever devant tout le monde, mais qui a fait sa première présentation la semaine dernière dans une conférence. Et en fait, comment ça s'est passé? Donc c'est ma petite sœur, elle est là, elle est en train de se dire j'espère qu'il ne va pas me faire me lever. Mais on est allés ensemble donc je disais il y a 2 semaines, à un événement en Guadeloupe qui parlait entrepreneuriat, immobilier, etc. Et au cours de l'événement, elle discute avec une des présentatrices et elle dit à la présentatrice, ben voilà, j'ai l'intention de me lancer mon activité d'ici le mois de janvier, voilà ce que je compte faire, etc. Le lendemain, c'était le lendemain ? 2 jours plus tard, elle reçoit un texto de cette présentatrice qui lui dit j'organise moi-même un événement en Guadeloupe samedi. Est-ce que ça te dit d'être une des intervenantes? Bon, ben là, à ce stade, elle n'avait pas énormément la confiance en elle pour dire je ne vais pas rester sur scène, je pense. Hein. Mais elle avait la passion dans son projet, l'intention de le faire. La chance de m'avoir sous la main pour guider un petit peu, aider à préparer la présentation et aider à déstresser. Et c'est ce qui a fait que voilà, le jour J, en fait, elle a pu venir faire une présentation pleine d'aplomb. Et la confiance en soi, des fois, ça s'apprend a posteriori. C'est, ben voilà, en fait,
je peux avoir confiance en moi pour cette conférence parce qu'en fait, la dernière fois, je n'avais pas du tout confiance en moi, mais ça s'est bien passé, donc ça va mieux se passer cette fois-ci. Et à force, au bout d'un moment, les gens vous disent « Mais comment tu fais pour avoir autant confiance en toi ?» Et vous dites « J'en sais rien, j'avais juste peur pendant 8 ans. Et en fait, j'ai toujours peur maintenant, mais ça ne se voit pas. » Bonsoir, moi je m'appelle Stella. Bonsoir Stella. Et j'ai l'impression que tu as fait une introduction à tout ce que je voulais dire en fait. C'était mon objectif. Alors en fait, moi je voulais apporter mon témoignage parce qu'avant, c'était vraiment la confiance en moi qui me manquait au début. Donc au début, j'étais salariée, je me disais que ça c'était ma vie, que jamais je serais dans l'entrepreneuriat. Que le salariat c'est ce qui me ressemblait, c'est ce qu'il fallait que je fasse, c'est où il fallait que je reste. Et un jour, au bout de 3 ans et demi, je me suis dit non, j'en peux plus, il faut que je fasse autre chose, j'en peux plus de faire toujours la même chose, je le fais excellemment bien, mais toujours la même chose, de la même façon, ça ne me convient plus. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma rupture conventionnelle et donc je suis partie de mon CDI, ma mère m'a dit mais non, fais pas ça. Pour Stella, pipi. Ouais. Et donc elle m'a dit non, fais pas ça. Donc pour la rassurer, je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, ce sera peut-être d'ici décembre. Donc ça, j'ai pris cette décision en mars 2018. Et puis elle me dit non, te connaissant, d'ici juillet, t'es plus là. Et elle avait raison parce que je suis partie fin juin. Et en juillet, j'ai créé ma boîte. Donc officiellement, c'était le 25 juillet. Et le 9 juillet, j'avais mon premier client. Donc avant même d'avoir officiellement la boîte, j'avais déjà avec pour Stella, pipi. Ouais. Et tout ça, en fait, a été vraiment une très belle expérience. Parce que pour résumer, parce que ça a été vraiment une année folle, j'ai fait des tas de choses pour la première fois. Donc j'ai créé ma boîte pour la première fois, qui est fermée aujourd'hui. Mais ça a été une super expérience. Après, pourquoi elle a été fermée? Je pense qu'il faut vraiment faire attention. Bon, après, quand c'est dans l'entourage et que c'est familial, on a peut-être pas tous les éléments en tête, enfin voilà. Mais quand on fait des associations dans le cadre de l'entrepreneuriat, il faut faire attention à qui on s'associe. Bref, donc voilà. Donc c'était la première fois que je crée une boîte. J'ai aussi créé une association pour la première fois. Donc tout ça, j'ai dû mettre un terme à ça à cause de problèmes familiaux. Mais j'en tire vraiment une super expérience et je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux faire. Enfin, j'ai fait une conférence pour la première fois, j'ai parlé à la radio pour la première fois, j'ai appris à parler au micro, à un public pour la première fois alors que j'étais une très très grande timide. Et ce sont tout plein d'actions en fait qui m'ont poussé petit à petit vers ce que je voulais vraiment faire. Donc après ça, j'ai été courtier en crédit immobilier, donc ça n'a rien à voir parce que c'était dans la communication, j'avais une agence de communication digitale et là j'ai tenté l'expérience de courtier parce que je me suis dit pourquoi pas, de toute manière il faut bien que je teste des choses pour voir ce que j'aime ou pas. Et là, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était le relationnel, mais aussi de la communication. Et en fait, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, la confiance, c'est acquis au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai décroché ce poste de courtier, puisque je n'ai ni formation, ni expérience là-dedans. Et pourtant, j'ai été courtier, parce que je ne le suis plus, pendant 2 mois. Et donc là, je vais tenter une autre... je vais faire une montée en compétences en fait, dans le domaine de la com. Pour devenir Chief Happiness Officer. Donc ça me ressemble parfaitement bien. C'est le responsable du bonheur au travail, donc pour aider les salariés à rester motivés, etc. Et tout ça, en fait, j'aurais pas pu arriver à ce stade-là de ma vie si j'avais pas fait la rupture conventionnelle, si j'avais pas eu mon agence, si j'avais pas fermé l'agence, si j'avais pas été courtier, et ainsi de suite. Voilà, donc du coup, faut persévérer. Bon, c'est la pipi. Ouais. Donc voilà, il faut persévérer et puis même si ça ne fonctionne pas d'une certaine façon, je me suis dit que ça fonctionnera autrement et puis si ça ne fonctionne pas autrement, ça fonctionnera autrement. Mais il y a toujours une solution et je l'ai vue et je suis super heureuse. Là, je suis juste demandeur d'emploi, je n'ai pas encore commencé mon activité,
mais la vie est super belle, donc je suis super heureuse en fait. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Quand j'ai posté on va prendre une toute dernière question. Donc, c'est une dernière question. Quand j'ai posté la bande-annonce du documentaire pour dire il va y avoir la diffusion du film, je regardais les commentaires Facebook parce que je me suis dit on sait jamais si quelqu'un qui s'est inscrit demande voilà j'ai pas reçu le mail, etc. Je regardais tous les commentaires et il y a un commentaire de quelqu'un qui disait ouais mais c'est même pas la peine, attendez, au bout de 5 ans 50% des entreprises ont coulé, etc. Pourquoi s'embêter à entreprendre s'il y en a qu'une chance sur deux que ça marche? Alors déjà premièrement à chaque fois que je vois ça je me dis d'où tu sors cette statistique qui est fausse, qui n'existe pas, mais qui est facile à répéter en fait pour se décourager. Bon, mais j'avais un associé hyper perfectionniste. On a passé une fois 2 semaines à refaire le site parce qu'il y avait, en fait, le titre était un pixel trop bas. Et quand je dis un pixel, c'est vraiment un pixel, c'est-à-dire ça se voit que si on mesure sur l'écran d'ordinateur, les internautes n'auraient jamais su, mais 2 semaines pour régler ça. On n'a jamais décollé, on n'a jamais fait de vente parce qu'on n'a jamais lancé le site sur Internet. Bon ben voilà, ça déjà statistiquement un échec entrepreneurial, voilà, c'est pas la peine d'entreprendre. Bon, deuxièmement, après j'ai lancé une auto-entreprise, mais quand j'ai explosé le plafond au bout de la première année, j'ai dû créer une SARL, fermer l'auto-entreprise. Voilà, 2 échecs entrepreneuriaux. Sébastien, qu'est-ce que tu fais quoi? Lâche l'affaire, faut faire autre chose. Ensuite j'avais ma SARL, j'ai arrêté de j'ai vendu mon école de danse latine dans le plus mauvais contrat de vente de toute l'histoire de l'humanité, parce que j'ai payé l'acheteur pour acheter mon école de danse latine. J'ai appris depuis à négocier un peu mieux. Donc voilà, encore un échec entrepreneurial, mais Sébastien, à ce moment-là, faut se résigner, quoi. Mets-toi devant la télé, on regarde Love Story à l'époque, et puis voilà. Et j'avais le coaching amoureux pour les hommes célibataires. Bon, au bout d'un moment, quand j'étais en couple avec Cécile, qui est devenue ensuite ma femme, faire tous les mois un DVD en caméra cachée pour aller draguer des filles dans la rue, j'ai fait le tour, en fait, au bout d'un moment, donc j'ai arrêté de faire cette activité. On en est à 4 échecs, Sébastien. Donc, j'ai créé le mouvement des entrepreneurs libres, je l'ai encore depuis 10 ans, je touche du bois. Vous voyez, pour le moment, je suis à 80% de taux d'échec. Si on ne compte pas 2 autres activités que j'ai lancées où je n'ai pas créé de structure spécifique pour ça, et je suis encore là et je suis bien vivant. Et en fait, pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des entreprises qui ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis connu pour le marketing, mais quand je me suis lancé dans le monde du marketing entrepreneuriat, j'étais connu parce que j'étais le premier mec à avoir du succès en faisant du coaching en séduction, 340 000 € de chiffre d'affaires, en apprenant à des gars la drague. Et donc, le fait d'avoir fermé cette entreprise avec 340 000 € de chiffre d'affaires, pour les stats, c'est un échec. Donc il ne faut pas toujours se fier aux stats, il ne faut pas se dire quel est le pourcentage de chances de réussite en fonction des stats. Il faut oser se faire confiance à soi-même. Dernière question. Bonsoir Moïse. J'ai une question toute simple. Je pense que ça s'adresse un peu à Sébastien. Quand tu as dit que tu as quitté ton CDI, et je me dis peut-être que est-ce que c'est pas plus simple quand on n'a pas d'obligation, mais si effectivement on a déjà une famille, on a des prêts, on a des choses qui sont en cours, et qu'on a un métier qui est quand même qui rapporte, mais qu'on ne se sent pas quand même libre. À quel moment faut-il quitter son métier pour vivre de sa passion? Si on sait que là, il y a quand même des obligations qui sont donc familiales ou financières, et qui ne sont pas si simples à quitter comme ça. Merci, rappelle-moi ton prénom. Moïse. Pour Moïse Pipi? Ouais. Les Brown raconte souvent, c'est une citation que j'ai mise dans mon livre, il raconte cette anecdote d'un passant qui, en arrivant devant une maison dans la rue, il voit en fait un chien posé sur le porche de la maison, et le chien fait... Donc il va voir le propriétaire et il dit votre chien il a un problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il fait ce bruit, il ne s'arrête pas? Le propriétaire lui dit ah oui mais c'est parce que le chien est assis sur un clou. Il a dit mais pourquoi le chien ne se lève pas pour aller un peu plus loin? Le propriétaire dit il a mal mais il n'a pas assez mal. Et en fait dans notre vie on a tendance à faire ça, c'est-à-dire ça va pas là en ce moment mais ça va pas suffisamment mal pour qu'on prenne le choix que
que ça change. Donc en fait, il n'y a pas de réponse absolue disant mais voici le test de magazine où vous cochez 4 cases et si vous avez plus de 8 carrés et seulement 2 ronds, c'est aujourd'hui la date. Par contre, c'est intéressant de se poser la question en fait, ok, ces obligations, envers qui est-ce que tu as ces obligations? Parce que quelquefois, il y a 2 choses à prendre en compte. Nos proches, comme par exemple nos enfants, conjoints, est-ce qu'ils préféreraient avoir cette voiture, vivre dans cette maison, ou qu'on soit heureux? Qu'on soit plus heureux avec une plus petite voiture ou sans voiture, avec une autre maison, mais qu'on rayonne le bonheur parce qu'il y a cette passion et cette vie dans notre quotidien? C'est la première question. La deuxième question, c'est certains objets, certaines de nos possessions, est-ce qu'au bout d'un moment, ces possessions ne sont pas devenues nos maîtres? C'est-à-dire, est-ce que là, c'est moi qui possède la maison ou c'est la maison qui me possède et qui m'empêche de bouger? Et c'est une bonne question à se poser parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où, il faut le dire, je connais les systèmes financiers, je connais des gens qui travaillent assez haut dans ce genre de système, où on sait que c'est très rentable pour des institutions de mettre les gens quelque part et leur dire ben voilà, tu vas avoir un prêt, le prêt est facile à avoir sur la maison, sur la voiture ou sur la consommation. J'avais une amie qui vendait des prêts à la consommation et en fait, une fois que j'ai écouté le genre de conversation qu'ils ont pour pouvoir vendre, je me dis mais c'est chaud quand même ce que tu fais comme métier, parce que ça consiste essentiellement en fait à appeler les gens pour dire ah bonjour, alors là on constate que vous avez fini par rembourser votre prêt là. Et ça ne vous dirait pas d'avoir une petite rallonge, 5 000 € pour vous faire plaisir, c'est bientôt Noël, c'est seulement 5% d'intérêt par mois. Donc voilà, pas de souci, vous achetez, vous ne remboursez pas maintenant, et ensuite vous pouvez payer que les intérêts, ça fait que 800 € d'intérêt par mois alors que vous avez emprunté 500 €. Et si tu veux, il faut revenir en arrière et dire ok, en fait, si je repartais de zéro aujourd'hui, est-ce que je rachèterais ce bien pour le montant que j'ai investi dedans, en se disant je pars de zéro. Et j'ai dû me poser cette question-là par le passé. J'avais une entreprise dans l'association avec un ami, et où en fait, à un moment donné, au bout de quelques années, l'entreprise marchait bien, très bien au début, puis ensuite ça commençait à être plus difficile, la relation, le fonctionnement, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dû me demander, en fait, si là, j'étais Sébastien, avec une vie vide de tout, j'étais à 9 sans cette entreprise, est-ce que j'achèterais mes parts, j'achèterais ma moitié de cette entreprise, et combien est-ce que je paierais? Je me suis rendu compte, en fait, non seulement je ne paierais pas pour acheter les parts, mais j'accepterais, si quelqu'un venait et me disait « Sébastien, si tu me donnes 5 000 € ou 10 000 €, je prends tes parts de l'entreprise et je pars avec. » J'aurais payé. Là, c'est le moment qui m'a permis de prendre la décision et de dire, en fait, non, là, il y a un problème, je ne suis pas libre, je suis enseigné à ça, et donc, il faut que j'ai cette conversation et que je m'en sépare. Je m'appelle Émilie. Bonsoir Émilie. Tout d'abord, je vais vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que c'est un très beau film et ça a répondu à plein de questions que je me posais. Et vraiment, comment commencer, toutes les questions, vraiment point par point. Et je ne sais même pas comment j'ai pu avoir le mail qui me disait qu'il y avait cette conférence, ou bien qu'il y avait ce débat et ce film. J'ouvre ma boîte mail et je vois que bon, ben, il y a quelqu'un qui vient, un Guadeloupéen, qui vient et qui est très bien. Puis je me suis renseigné, on m'a dit qu'il est déjà venu une première fois, ou bien il a fait, mais il est très très bon. Et à travers ça, le film est vraiment super. Ça nous motive, ça nous permet d'avancer, d'aller et de mettre les pieds pas à pas, mais savoir où on veut aller. Mais doucement, mais sûrement. Et je vais vous dire, moi j'ai eu un parcours atypique, parce que j'ai perdu très tôt mes parents, et j'avais 5 frères et sœurs à vie. Et je leur ai dit, pas ni l'argent. 3e, 4e, 5e, 6e, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Je travaille 2 travails, mais on y va. Tout le monde en professionnel. Même si vous avez du niveau professionnel. Et aujourd'hui, les 5 frères et sœurs sont chefs d'entreprise.
Il n'y a que moi qui ne suis pas chef d'entreprise dans la mesure où il a fallu travailler et quand vous avez des engagements pour les faire progresser. En quelque sorte, je me suis un peu sacrifié pour vous. Et aujourd'hui, chaque fois, il me regarde, il me dit, comment tu peux travailler pour ça d'argent pendant combien de mois, un mois à 6 jours, jour après jour, et toucher ça d'argent. Mais tu sais ce que tu fais, nous le faisons dans une journée. D'accord? Alors je leur ai dit, ben c'est bien. Et après quand j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport aux frères et sœurs, je me suis dit, je me lance. Je suis parti faire une formation en CPGE, cycle de formation à la gestion d'entreprise. J'avais déjà tout fait, tout. J'arrive, je retourne à ma boîte et j'arrive, on vient me voir pour me dire que j'ai appris que vous avez fait ça comme formation. Nous cherchons quelqu'un comme ça. Alors, voilà, je me suis fait piéger. Je suis resté dans la boîte. Je suis resté dans la boîte. Mon Dieu, oh là là, comme Dieu fait, petit monsieur. Comme quoi, mais en même temps, bon, c'était comme on venait, on se dit, on a été augmenté, on change de voie. Parce que dans la même boîte, je ne suis pas resté, je n'ai pas stagné. J'ai fait 5 professions dans la même boîte. D'accord? Et aujourd'hui, je me dis, mais aujourd'hui j'ai 55 ans. Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Mais j'ai déjà ma réponse. J'ai déjà fait tout ce qu'il me faut. Et les réponses, les petites choses qui me titillaient un petit peu, j'ai eu les réponses aujourd'hui. Alors merci. Émilie, pipi. Tu m'as fait penser à une chanson qui dit quelque chose comme « Dis-moi, Émilie, les années ont passé, pourquoi ton entreprise n'est pas encore lancée? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans l'entreprise. » Mais maintenant, ça ne sera plus le cas, n'est-ce pas? Donc, ne rougis pas. Franchement, ce que tu as fait pour aider tes frères et sœurs à se lancer dans la vie, c'est admirable. Et donc ça mérite un deuxième applaudissement. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, notre parcours nous amène là où on a besoin d'être, au moment où nous sommes maintenant. Et donc maintenant, tu as les ressources, les informations, tu vois, c'est le bon moment. 2020, ça va être ton année. Et tu vois, ce processus, il n'est pas anodin. Et souvent, on a tendance à être pressé. Tony Robbins, qui est mon mentor et qui est quelqu'un d'extrêmement inspirant, dit souvent qu'on surestime toujours ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Et ce que tu as fait qui t'a amené jusqu'à maintenant, tu vois, ça va être des ressources qui vont te servir plus tard dans ton activité. Apprendre la salsa à l'école centrale, ça m'a permis de lancer une entreprise là-dessus, tu vois. Donc tout est possible. Encore merci à vous pour votre présence ce soir. Je suis très touché d'avoir eu l'opportunité d'entendre vos histoires, d'échanger avec vous, juste de vous serrer la main ou de revoir des têtes que je n'ai pas vues depuis un moment. Et donc, on va faire, il y a une séance de dédicace qu'on va organiser là, juste à la sortie. La Guadeloupe, c'est ma terre natale. Tu disais, oui, un Guadeloupéen est déjà venu 2 fois. Non, je suis venu un peu plus quand même. J'étais ici donc jusqu'à l'âge de mes 16 ans où je suis parti faire mes études. J'ai fait exactement ce que le proverbe créole dit, c'est-à-dire on m'a envoyé envoyez-moi à l'école et on va apprendre salsa. Donc j'ai fait la salsa, j'ai créé mon entreprise, mais c'est le dernier point que je vais partager parce que pour moi il est important. C'est cette notion, puisque tu parlais tout à l'heure, Isabelle, de le regard extérieur, comment le vivre quand on vient et qu'on apporte quelque chose, donc qu'on est obligé de se mettre en avant en tant qu'entrepreneur. Pour moi, à partir du moment où on est dans une position, je parlais de Jésus quand il se pointe à Nazareth, quand on se met dans une position de serviteur, ce qui était sa façon de faire, de dire en fait non, c'est moi qui vais vous laver les pieds et pas l'inverse.
Quand on se met dans une position de serviteur et d'apporter de la valeur, en fait, ça permet comme de créer une bulle positive autour de soi. Des personnes qui ont apprécié cette valeur ou qui, même si ça ne leur a pas été utile à eux directement, eh bien, ils en ont parlé à quelqu'un d'autre, ils voient que l'approche est positive et ça nous aide aussi à renforcer notre résilience, notre résistance aux commentaires, aux regards extérieurs, parce qu'on est venu là pour faire quelque chose de bien. Et peu importe si ça prend 5 minutes, 5 semaines, ou 5 mois, ou 5 ans, pour que tout le monde voit qu'on fait quelque chose de bien, petit indice, ça n'arrive jamais, mais pour que suffisamment de personnes voient qu'on fait quelque chose de bien, pour que l'entreprise tourne, etc., ça arrive souvent très très vite. Donc n'hésite pas, apporte le maximum de valeur, tu vas voir que les retours seront positifs au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui et que ça t'amènera un épanouissement aussi au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Encore merci à tous et on se retrouve tout à l'heure pour la séance de dédicace. Merci à tous. Pour Sébastien. Merci d'avoir suivi cet épisode. Savez-vous que je publie mes conseils plusieurs fois par semaine au format audio? J'ai un podcast. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com maintenant, entrepreneurlibre.com/podcast, vous pouvez écouter mes épisodes en audio et y accéder en voiture, en transport, en faisant de la gym, en passant le balai. Et ça vous permet de devenir un entrepreneur libre en consommant un minimum de temps pour avoir un maximum de conseils. entrepreneurlibre.com/podcast.